le lieutenant-colonel Pascal Tigri est sorti de son silence. Dans une déclaration exclusive, l'officier béninois livre une version qui contredit radicalement la communication officielle autour des récents événements sécuritaires survenus au Bénin. Mais qui est réellement Pascal Tigri au-delà de l'image dressée par les autorités béninoises et dans les médias? Que faut-il savoir exactement sur le personnage? J'ouvre le débat avec vous, Anani Sossou. Merci Charlotte. Mais, tout d'abord, je voulais dire qu'il faut condamner avec la dernière rigueur tout ce qui est coup d'État en Afrique. L'Afrique en a tellement connu qu'il est impératif aujourd'hui pour nous d'amorcer un autre pan de notre vie politique, de notre vie économique, de notre développement. Les coups d'État n'ont jamais fait du bien à aucun pays. Donc, condamnons avec la dernière rigueur d'abord ce coup d'État. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce qui a été à la base de ce coup d'État, j'espère bien. Pour répondre à la question, le lieutenant-colonel Pascal Eloge Tigri, c'est un officier qui est chevronné, qui a gravi les échelons de bout en bout. On ne lui a pas donné carte blanche pour que du jour au lendemain devienne colonel. C'est quelqu'un qui s'est fait distinguer d'abord dans l'armée, par sa discipline, par sa rigueur. Et puis après, ce qui l'a encore caractérisé, c'est l'opération Mirador en 2022 contre les terroristes au niveau du parc W au nord du pays. Donc l'opération Mirador, c'est lui qui l'a commandée. Et c'est ça qui a tapé dans l'œil de Patrice Talon, qui a dit, ben, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est chevronné. Il l'a amené au niveau de la garde républicaine. Il est devenu un officier digne de ce nom, respecté, respectable. Et ce qui a surpris beaucoup de Béninois d'ailleurs, et beaucoup de ses camarades d'armes, c'est que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, pratiquement pas. Mais au niveau du commandement, il sait comment faire, il sait comment diriger les troupes. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir. C'est quelqu'un aussi qui est républicain dans l'âme. Républicain dans le sens où le devoir de la démocratie qui a caractérisé le Bénin depuis le 11 décembre 1990. C'est la date où la première constitution du Bénin a été adoptée au niveau du pluralisme. C'est quelqu'un qui a été toujours respectueux des engagements pris par les généraux qui ont participé à la conférence avec Kérékou en 90. Et les généraux, rappelons-le, peut-être mettre pas me contredire ou pas, ou bien ont pris des engagements que cette république-là sera respectée, cette constitution sera respectée à la lettre et que personne ne viendra modifier même un iota de cette constitution-là. Donc c'est un engagement qui avait été pris et je crois que Tigri, Pascal, républicain dans l'âme qu'il était, respectait ce serment pris avec Kérékou et les forces vives de la nation. Le 11 décembre 90 à la conférence nationale. Donc, il est resté fidèle. Mais je crois que ce qui l'a fait balancer, c'est le fait qu'on puisse, par exemple, épargner certains de la vie politique qui ne souhaitaient pas pour respecter son serment, parce que les militaires, vous savez, c'est la parole d'honneur, comme on dit. Donc, pour ne pas s'éloigner des engagements pris par l'armée, il était devenu un mutin. Mais c'était quelqu'un... On se rappelle encore le défilé du 1er août 2025, où il dirigeait la garde spéciale de l'armée avec son masque et puis avec sa force. Tout le monde l'a admiré, l'a applaudi. Donc c'est un officier qui est teigneux, rigoureux. Qui plus est encore, un intellectuel qui a fait des études universitaires. Donc, résumons, on ne peut pas connaître quelqu'un, mais de ce qu'on connaît biographiquement de la personne, je crois que c'est quelqu'un quand même qui est respectable,
et je ne crois pas que ce soit un coup isolé. Un très beau parcours de cet officier, le lieutenant-colonel Pascal Tikri. Mais la question aujourd'hui, comment justement un tel officier perçu comme discret, efficace même dans son rôle, aujourd'hui a pu basculer et aujourd'hui cité comme cerveau présumé d'une tentative de coup d'État déjouée au Bénin? J'apprécie toujours les précautions que vous prenez en insistant sur le fait qu'il est le cerveau présumé. Parce que ce coup d'État, ou ce qu'on en a su, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et il y en a, avec raison, qui ont même douté de l'originalité de l'interview qu'on lui prête. Parce que, étant fugitif, il est difficile que pour un officier comme lui, de son rang et de sa carrure, connaissant les rouages des services secrets, annonce qu'il est toujours dans le pays, alors que tout le monde le donne comme fugitif en dehors du pays. Donc ça peut être aussi une sorte de brouillage des cartes pour, on va dire, épaissir encore les nébuleuses autour de sa fuite. C'est une façon tout à fait digne de se protéger quand on est fugitif. Donc on ne va pas lui en faire le reproche. Mais pour ce que cette interview a supposément révélé, il y a encore énormément de choses qui restent à éclaircir, parce que quand on dit que sa déclaration fait mentir la communication officielle, c'est encore aller vite en besogne, c'est faire des spéculations purement politiciennes, parce qu'en réalité on n'en sait rien, et je ne suis pas sûr que cette interview lui soit attribuable de façon indiscutable. Vous nous suggérez de parler de ça là, au conditionnel, non, mais sans précision? Vous aviez utilisé le conditionnel, que je salue, parce que en réalité, vous savez, dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, relèvent de l'enfumage. Bon, d'abord, pour décrire ce coup d'État-là particulier, vous avez dit que l'armée béninoise avait fait serment de ne plus jamais faire immersion dans la vie politique. Et pourtant, c'est un officier de haut rang, un officier respecté, qui a décidé de devenir mutin. Bon, on ne le fait pas du jour au lendemain, la mutinerie. Et l'interview qu'on lui prête semble dire qu'il aurait été manipulé par des forces étrangères, disons-le clairement, la France, qui aurait fait croire qu'ils allaient soutenir leur opération et finalement on les a lâchés. Bon, vous savez, dans cette affaire, j'y vais avec énormément de précautions. Il n'est pas de bon ton dans certaines émissions de ménager la France. Quand vous chargez la France, vous êtes un bon panafricain. Je pense que c'est le moment pour nous autres, Africains, panafricains ou pas, de mieux articuler notre vision de ce panafricanisme dont on parle. Et pourtant, il y a des faits qui... Un point d'attention quand même, avant que vous ne poursuiviez, que j'aimerais quand même souligner, c'est que ces deux informations sont sorties dans une même journée. Le jour où le président Talon a tenu une conférence de presse, a rencontré la presse béninoise donc et internationale également, pour revenir sur les faits. Dans la même journée, l'interview donc supposée de Pascal Tikri était également mise en lumière. Est-ce qu'il faut quand même aussi garder ça d'un coin de l'œil? Mais absolument. Bon, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais dans tous les cas, il est vrai que les deux informations se télescopent, et c'est ces deux moments de communication, et ça peut aussi être de la communication politicienne, parce que le président Talon est venu expliquer les dessous de cette, on va dire, cette mésaventure, parce que bon, pour le pays, c'était quand même un moment dramatique. Dire mésaventure, c'est encore un euphémisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, il y a eu en Afrique de l'Ouest beaucoup de coups d'État ces derniers temps. Mais c'est l'un des rares coups d'État avec des morts d'hommes. On n'en a plus connu depuis longtemps. Et quand il y a un coup d'État, c'est d'abord et avant tout des frères d'armes sur lesquels on tire pour pouvoir se saisir de l'autorité suprême dont finalement la mise en respect consacre la prise du pouvoir. Ça n'a pas pu être fait dans cette malheureuse opération, et on vient nous dire que finalement ils auraient été manipulés par la France qui elle-même, juste après, a prêté main forte
à l'armée béninoise pour, pour venir à bout de la mutinerie. Donc vous voyez que beaucoup de choses sont mélangées et c'est la raison pour laquelle je continue de maintenir l'inconditionnel parce que, bon, quand on dit que le média qui a publié, on peut lui faire confiance, mais aller dire que Pascal Tigri a dit que c'est un coup fomenté par la France, bon, c'est pousser un peu la diplomatie dans des retranchements qu'on devrait épargner. Merci, Maître Sosa. Anani Soso, quelle analyse en faites-vous? Mais surtout, j'aimerais qu'à la fin, vous répondiez à une question. Est-ce qu'il était quand même connu des services de sécurité comme un officier à risque ou en rupture avec son hiérarchie? Pas du tout. Il n'était pas connu comme un officier à risque, sinon on n'allait pas lui faire autant de confiance pour diriger, par exemple, l'opération Mirador contre des terroristes et puis le ramener à la garde présidentielle, à la garde républicaine. Non, il n'était pas connu. Mais je voulais abonder... non, je voulais répondre un peu à Maître Sosa par rapport à son analyse. Moi, je ne vais pas me baser sur l'interview de Pascal Tigri pour faire mes analyses, mais il y a des faits qui sont là. Les faits, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, et juste aussi après le coup d'État raté du 7 décembre, on a constaté quand même sur l'aéroport de Tourou, qui est au nord du pays, beaucoup de mouvements. Et ces mouvements, c'est quoi? Et ça, vous pouvez vérifier, hein? Même la presse béninoise en parle. L'effet, c'est quoi? C'est qu'on a vu des avions cargo débarquer. Un avion cargo, c'est quoi? Ça ramène des chars, ça ramène des hélicos. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez vu la rapidité avec laquelle la CEDEAO a répondu à l'appel de Patrice Talon. Cette rapidité doit nous questionner, puisque ce n'est pas le premier coup d'État qui s'est passé dans la zone. Il y avait la Guinée-Bissau. Pourquoi la CEDEAO ne s'est pas empressée pour restaurer, par exemple, Mbalo? La force en attente était déjà en position en Guinée-Bissau depuis quelques années déjà. Pourquoi ça n'a pas été activé? Parce que vous avez vu que déjà, le petit matin, les officiers sont allés à la SRTB, la Société de Radio-Télévision du Bénin, pour annoncer le coup d'État, tôt le matin. Et déjà à 9h, il y avait déjà une force en attente qui a été... Parce que, vous savez, on ne peut pas, du jour au lendemain, appeler une armée à se mouvoir sur des champs d'opération. Ça se prépare. Au niveau de la logistique, au niveau humain, tout se prépare. Donc, la sérénité avec laquelle le Nigeria a répondu à l'appel du Bénin, puis la France, à travers l'Élysée qui a fait un communiqué officiel pour répondre à cet appel, doit nous interpeller. Pourquoi ça n'a pas été fait dans d'autres endroits, et c'est spécifiquement au Bénin? Mais simplement donc, parce que les autres n'ont pas appelé la France et le Nigeria au secours. Mais non, nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO avait condamné tous les coups d'État. On se rappelle le précédent du 23 juillet 2023 au Niger. Au Niger, oui. Où on nous a dit qu'il y a une force en attente, n'est-ce pas? Oui. Cette force en attente a mis des jours avant que peut-être le Togo nous s'interpose pour dire non, on ne peut pas faire des trucs comme ça. Mais la façon avec laquelle ça s'est subitement passé, on doit s'interroger au niveau logistique, au niveau du personnel militaire qui doit être déployé. Je vais terminer mon argumentaire. Je termine mon argumentaire sur ça. Parce que je parlais par exemple de l'aéroport de Tourou, où il y a des mouvements tout le temps. Ce qui s'est passé en réalité, et nous ne voilons pas la face, disons la vérité, pour que les Africains eux-mêmes ouvrent le débat sur cet aspect. Ce qui s'est passé, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali ont toujours accusé le Bénin d'abriter des bases arrière de l'armée française pour déstabiliser les pays de l'AES. Et les événements ont donné peut-être raison, ou bien donnent peut-être raison à l'AES, puisqu'il y a d'abord des forces françaises, des services de renseignement qui sont au Bénin.
Et on nous a dit après qu'il y a une force spéciale de la Côte d'Ivoire qui est venue pour s'interposer ou bien pour sécuriser le régime de Patrice Talon. Et tous les va-et-vient des avions qui font qui débarquent sur l'aéroport de Tourou, du matériel militaire, vous pouvez vérifier, ça je le dis, vous pouvez vérifier. Non, je ne le mets pas en cause. Vous pouvez vérifier. Donc, ça nous dit clairement que cette opération, quand vous avez dit que ça ressemble à un enfumage, ce n'est pas que ça ressemble, c'est un enfumage. Pour permettre peut-être à la France de venir poser ses bases encore au Bénin, en face des pays de l'AES. N'oublions pas un truc qui est important. Le Bénin fait frontière avec les 3 pays de l'AES au niveau du Parc W. Le Niger, le Burkina et le Mali. C'est le pays qui est idéal pour la France, l'ex-colon, pour pouvoir maîtriser la situation. Et mieux encore, je vais vous dire, il y a des avions qui font des navettes tous les jours au niveau du Parc W. Or, quand on a un avion de renseignement au niveau du Parc W, ça peut prendre des renseignements, intercepter des appels, prendre des renseignements sur des positions des pays ennemis sur plusieurs kilomètres. Pourquoi subitement on a ça? Alors qu'on a toujours accusé le Bénin d'abriter une base arrière de la France. Pourquoi? Donc ça doit nous interpeller pour qu'on sache que l'intervention rapide de la CEDEAO ne sort pas ex nihilo. L'Élysée même a confirmé qu'elle a contacté plutôt le Nigeria et puis qui s'est mis en coordination avec Patrice Talon pour contrer ce qui s'est passé. Et Patrice Talon même nous a dit vendredi dernier beaucoup de choses qu'on doit décrypter pour savoir que c'est un véritable enfumage. Et cet enfumage-là, c'est quoi d'abord? Cet enfumage, c'est parce que Patrice Talon nous a dit qu'il y a, les militaires d'Abomey et de Ouida qui étaient déjà prêts à intervenir, qui sont déjà là au niveau du camp de Tobin. Deuxième chose, il y a l'aviation française, puis l'aviation nigériane, qui ont cerné à la fois la présidente de la République et puis à la fois le camp de Tobin. Mais Patrice Talon nous a dit, quoi la dernière fois, que le fugitif qu'on cherchait s'est enfui en civil, sortant du camp. Comment est-ce possible que dans une telle situation, on puisse laisser sortir ou entrer un véhicule de quelqu'un d'un camp où on sait qu'il y a des mutins qui sont retranchés? Allez savoir pourquoi. Beaucoup de questions. Maître Sosa, vous voulez rebondir? Je vous laisse y aller. En fait, non, vous savez, il n'a été un secret pour personne qu'il y a une base française au Bénin. Le président et le gouvernement béninois n'en ont jamais... Officiellement, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais démenti. Ils ont démenti toujours. Non, attendez. Face aux accusations. Quand vous parliez tout à l'heure... Face aux accusations je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Non. Et du Burkina surtout, écoutez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de base arrière française au Bénin. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Non, mais c'est une évidence. Laissez-moi parler. Non, mais vous dites une évidence. Mais on a bien vu que quand le cas s'est proposé, les forces françaises sont intervenues au Bénin. Ils n'ont pas survolé la Méditerranée pour arriver au Bénin. Ils y étaient déjà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Non, on va éviter de s'enliser dans ce genre de débat. Les Français sont au Bénin. Et ils y ont toujours été, selon vous? Écoutez, qu'ils y étaient ou pas, pour moi, n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est de se dire qu'il y a un État souverain africain qui appelle au secours un État avec lequel il a des relations diplomatiques et militaires. Bon, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Le président Talon avoue qu'il a appelé la France à la rescousse. Mais la célérité, attendez, célérité ou pas célérité, lui a appelé au secours et la CEDEAO et la France. Donc la question n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au Niger. Est-ce qu'il a appelé la CEDEAO ou bien il a appelé le Nigeria? Écoutez, non, le Nigeria est venu à la rescousse en se revendiquant de quoi? Il est venu tout seul? Non, il est venu sous la bannière de la CEDEAO. Donc à partir de ce moment-là... Est-ce que les autres chefs d'État ont été consultés? Écoutez, là, je ne suis pas là pour faire ce débat. C'est pas le problème, le fait est... Mais le débat du jour concerne le Bénin et la mutinerie. Oui. Donc on ne peut pas parler du Bénin... Monsieur Anani Soso, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi développer.
D'accord? La question qui se pose est de savoir en quelle qualité ils sont venus. Ils sont venus parce que requis par le gouvernement béninois. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, où est-ce qu'ils étaient? Comment ils étaient? On peut faire dessus toutes les analyses politiques, pertinentes ou pas dessus, et on va demander au gouvernement béninois pourquoi est-ce que lui, dans cette zone, accepte la présence de la France. Dire que, bon, parce qu'il y a des forces françaises basées au Bénin, c'est nécessairement pour déstabiliser les pays de l'AES, c'est aussi une lecture politique dans laquelle je pense qu'il faut éviter de rentrer. Parce que, non, mais vous savez, on a le French bashing très facile. Non. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça annihile toute capacité d'analyse. Merci moi, je ne fais pas la J'aimerais France que nous bashing. revenions Je également. ne fais pas de la France bashing. Moi, je suis factuel. Je pars sur des faits. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, maître, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez vérifier ce qui se passe sur l'aéroport de Touro. Merci beaucoup. C'est très important ce qu'on dit ici. Parce que Patrice Talon nous avait dit qu'il n'y a pas un aéroport qui fait circuler des avions ou bien des forces françaises sur son territoire. Patrice Talon nous avait dit ça. Mais on s'est rendu compte à l'évidence que ce qu'il avait dit c'était faux. Et absolument faux. D'accord. Puisque les forces françaises ne sont pas sorties à Sénéilo. Et c'est bien ce que je viens de dire. Et ils étaient là et ils sont venus encore de la Côte d'Ivoire. Mais la question qui était pertinente. Finalement, qu'est-ce qui vous gêne? Que les Français aient sauvé l'État béninois? Non, je ne dis pas ça. J'ai condamné le coup d'État. Alors, au départ, j'ai condamné le coup d'État. Mais au-delà du coup d'État, il faut voir tout ce qui se passe. Et pourquoi cette célérité-là de la France de sauver son bon capitaine dans la sous-région? Il faut qu'on se le dise. C'est une réalité. mais elle est là pourquoi? Question. La France est là pour ses intérêts. Ça, je ne dis pas non. Merci beaucoup. Situation d'urgence. La CEDEAO, justement, vous l'avez évoqué. La force en attente dont on a tant parlé, ou sinon dont a-t-on parlé, l'organisation, enfin, on l'a vu réagir et intervenir aussi rapidement. Justement, quelle appréciation faites-vous de ça, de cette intervention rapide de la CEDEAO à travers donc sa force en attente? Je pense que seul le résultat compte. Il a fallu finalement se rendre à l'évidence que les forces armées béninoises étant insuffisamment équipées pour faire face à cette situation, ont fait appel à une force armée voisine et à une force armée d'un pays qui a toujours été en relation avec elle. Donc, vous savez, les meilleurs renseignements en Afrique de l'Ouest, ce sont les Français qui en sont les maîtres. Et si les Français... C'était avant ça. Ça a toujours été le cas, même aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, même aujourd'hui. Mais me dire que les Français ignoraient ce qui se passait à Cotonou est quelque chose sur lequel je m'interroge encore. Et 2 semaines après les faits, on dispose quand même de quelques éléments. Ensuite, donc, à la conférence de presse tenue par le président béninois Patrice Talon, les rapports indiqueraient que voilà, Pascal Tigri, pardon, se serait réfugié dans un pays voisin. Il aurait réussi donc à quitter le Bénin en civil, justement comme vous le rappeliez. Et donc, c'est des rumeurs aussi après qui ont accouru et qui ont cité quand même le Togo comme pays où Pascal Tigri se serait réfugié. Mais quelles sont les preuves de sa présence à Lomé, selon vous? Si tu permets une seconde, je veux quand même aborder un sujet par rapport à ce que M. Sosa a dit tout à l'heure. On ne va pas revenir quand même sur... Oui, on a fait appel à la CEDEAO. Le Nigeria, je rappelle pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent, que le Nigeria n'a pas la présidence tournante de la CEDEAO en cet instant, et que c'est la Sierra Leone qui a la présidence tournante, et que dans les cas d'extrême, on convoque une réunion extraordinaire des États membres de la CEDEAO pour prendre des décisions, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut voir pourquoi ça n'a pas été fait. Ça, c'est une interrogation. Je vous découvre extrêmement légaliste sur ces questions-là. Mais là, c'est ma question. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut s'interroger. Quand il y a le feu, c'est le Sierra Leone. Le Nigeria est c'est la Sierra Leone qui est présidente en ce moment de la CEDEAO. Mon frère, il y a le feu. On ne se demande pas d'où vient l'eau. Quand il y a 15 pays, on doit concerter les 15 pays. Bon. Et dans le temps, la CEDEAO nous a habitués à des réunions extraordinaires, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et l'Élysée nous avait dit... Ces questions ont été débattues tout de même. L'Élysée nous avait dit qu'on a contacté, le Nigeria
plus en coordination avec Talon. Bon, maintenant, le sommet, pour récapituler en précisant, le sommet ordinaire de la CEDEAO tenu donc le week-end dernier a largement abordé ces questions. Le Bénin était donc à l'ordre du jour. Donc on suppose qu'en interne les chefs d'État se sont accordés donc sur une feuille de route pour justement sortir le Bénin de cette situation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est donc de savoir où Pascal Tigri a pu trouver refuge, mais surtout comprendre pourquoi les pays de l'AES, également le Togo, ont été cités dans cette affaire. Bon. Allez-y. Qu'est-ce que sont les preuves de sa présence à l'ONU? Patrice Talon et avant lui, Léandre Moumbedi, qui est le porte-parole du gouvernement, avait affirmé qu'il ne sait pas où se trouve le fugitif. Et la dernière fois... Mais des éléments indiqueraient qu'il serait dans un pays voisin. Et la dernière fois, Patrice Talon dit qu'il serait dans un pays voisin. L'intéressé, dans une interview qu'on lui accordait, disait qu'il est toujours au Bénin. Et qu'il n'a jamais quitté le territoire. Et qui dit vrai, qui dit faux. Jeune Afrique a ajouté encore une couche. La dernière fois en disant que le fugitif a quitté le Togo à bord d'un aéronef ou bien d'un avion d'Eboumaf. Direction Niamey. Direction Niamey. Vous voyez qu'il y a un flou kafkaïen tout autour de cette affaire-là. Mais ce que je sais, c'est que on ne peut pas laisser un tel fugitif avec les moyens de renseignement. Donc, vous avez dit tout à l'heure, Maître Sosa, que la France est au courant, les services de renseignement français sont au courant de tout ce qui se passe dans nos pays. Mais comment on a pu laisser un tel fugitif qu'on recherchait, comment on l'a pu laisser partir, fuir le Bénin? Et Patrice Talon, je le disais tantôt, nous disait qu'il est sorti du camp en civil à bord d'un véhicule. Donc, il sait ça. Pourquoi on n'a pas interpellé ce véhicule-là? Donc, si les services français ont pu laisser échapper un tel personnage fugitif, qu'on suppose être l'auteur d'un coup d'État, on devrait l'interpeller pour qu'il réponde de ses Alors également, le président précise qu'ils ont contacté les pays présumés où ils se seraient réfugiés et que le Bénin serait dans l'attente donc que ces pays collaborent pour l'extradition de Pascal Tigri. Non, quand on parle du Togo, je vais terminer ce que je disais. Quand on parle du Togo, vous savez que le Bénin et le Togo n'ont jamais été de très bons amis depuis l'avènement de Talon au pouvoir. Or, qu'est-ce qui a fait revenir Talon au Bénin? C'est le Togo, via l'intermédiaire de Faure Gnassingbé, qui a joué les médiations entre Yahi Boni et Talon, avec l'aide de l'ancien ministre Rikia Madougou du Bénin. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, où ils ont fait la paix. Et c'est ce qui a permis qu'ils reviennent au pays. Mais le Togo a été remercié en monnaie de singe dans cette histoire.